Les voix de la protection sociale. Les voix de la protection sociale donnent la parole aux femmes et aux hommes qui font vivre nos engagements au quotidien. À travers ces témoignages, ils évoquent leur parcours, leur histoire et la fierté qu'ils ont à exercer leur mission. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous qui nous écoutez aujourd'hui. Bonjour à toi Alicia. Bonjour Ariane. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Nous sommes très heureux de te recevoir pour ce 6e numéro des Voix de la protection sociale. Alors depuis la création de ce podcast, on a eu l'immense plaisir de rencontrer à chaque nouvel opus des femmes et des hommes collaborateurs du groupe qui, par leur parcours, leur singularité, leur engagement, illustrent chacun à leur façon les métiers et les expertises de la protection sociale. Aujourd'hui, c'est un plaisir de te recevoir Alicia dans cet épisode un peu spécial puisque toute l'équipe des Voix de la protection sociale se part de son plus beau verre pour aborder avec toi un sujet qui se place régulièrement dans le top 4 des priorités des salariés, la question de l'impact de l'environnement et du développement durable en entreprise. Alors pour commencer, Alicia, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Eh bien, Ariane, un grand merci pour cet accueil déjà au sein du podcast des Voix de la protection sociale. Je suis juriste de formation en droit international et européen. J'ai rejoint la direction RSE du groupe AG2R La Mondiale en 2016. Après avoir fait un parcours que je qualifierais d'un peu atypique, ma foi. Tout d'abord, une expérience au sein de l'organisation syndicale CFTC, où je travaillais au sein du département politique sociale sur des dossiers, en effet, en lien avec ma formation académique de juriste et avec une ouverture sur des enjeux sociétaux, institutionnels et assez politiques finalement, puisqu'il s'agissait d'accompagner les dirigeants de l'organisation dans l'élaboration des positionnements politiques, également l'animation du réseau des administrateurs dans les institutions de protection sociale. Quand j'emploie ce terme, je recouvre par là même notamment celles qui relèvent de notre régime général de protection sociale, à savoir la sécurité sociale, avec un grand S, et également les régimes complémentaires. C'est-à-dire finalement la protection sociale complémentaire, qui est celle que apportent les régimes, notamment de retraite complémentaire, Agirc-Arrco, qui sont ce qu'on appelle des régimes paritaires de façon structurelle et intrinsèque, puisqu'ils ont été créés par les partenaires sociaux, représentant donc des employeurs et des organisations syndicales. Donc, il avait ce rôle d'accompagnement, de structuration de l'engagement des administrateurs qui étaient les porte-parole aussi de leur organisation. Donc j'ai fait des missions de formation aussi auprès de ce public et d'interface pour aussi faciliter les relations institutionnelles. Et j'ai découvert un univers extrêmement riche déjà, très méconnu. Je pense bien maîtriser à présent ces enjeux-là, qui reste encore une fois très spécifique. Le paritarisme, en fait, est un mode de fonctionnement très particulier des organisations, à la fois très souple et qui permet justement une représentation des acteurs au premier chef dans les entreprises et qui sont garants finalement des intérêts matériels et moraux des régimes qu'ils ont mis en place il y a déjà des décennies et qui ont été validés par le législateur, puisqu'en fait, ces systèmes de protection sociale ont été sacralisés en 1972, notamment pour la retraite complémentaire. Donc, il faut en avoir conscience parce que c'est une construction des partenaires sociaux et une forme d'innovation sociale également. Donc aujourd'hui, Alicia, tu es donc chargée de mission RSE au sein du groupe. Est-ce que tu peux nous dire un peu peut-être depuis combien de temps tu occupes ce poste et quelles sont tes missions concrètement ? Alors, j'ai rejoint la direction RSE en 2016, à l'issue du rapprochement d'AG2R La Mondiale et du groupe Réunica, au sein duquel j'avais déjà des missions en lien avec la fonction RSE. En 2008, j'ai rejoint le groupe Réunica, à l'issue de cette expérience justement au sein de l'organisation syndicale que j'évoquais précédemment. Et je travaillais au sein de la direction retraite sur des missions, notamment aux fonctions support, d'accompagnement du changement sur des projets de systèmes d'information. Et donc en plus de tes missions de chargée de mission RSE, moi on m'a dit que tu étais également à la coordination des animateurs de la fresque du climat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette fresque du climat justement ? Bien sûr.
En effet, on m'a confié la mission en fin d'année dernière d'animer cette communauté, cette équipe d'animateurs internes, en plus d'autres missions que j'ai depuis que j'ai rejoint la direction, bien sûr. Et je dirais que cela fait partie des missions que nous avons intrinsèquement au sein de la direction de la RSE, qui sont celles étroitement connectées à la mobilisation des collaborateurs et je dirais même plus que cela, à leur sensibilisation, leur formation aux enjeux actuels relatifs à la crise climatique, écologique, voire même sociale, puisqu'en fait, on a une espèce de devoir de transition à la fois sur le plan écologique et le plan social. C'est vraiment dans un esprit d'accompagner ces transitions au sein du groupe. Mais avant d'accompagner les transitions, encore faut-il que chaque citoyen, chaque salarié puisse s'approprier, en fait, sache décrypter les enjeux. Et par rapport à la crise climatique notamment, la fresque du climat nous est apparue comme un outil à la fois accessible, d'intelligence collective qui permet aussi justement d'avoir un esprit de team building, de faire se rencontrer les équipes, puisque sur le sujet RSE, je dirais que le maître mot, c'est celui de la transversalité par essence, puisque nous sommes face à des sujets très complexes et qui s'interpénètrent en fait. Donc en effet, la fresque du climat nous est apparue comme très adaptée. C'est un booster de la prise de conscience des enjeux liés à la crise climatique et au dérèglement climatique qui permet aux salariés, et il y a tout un chacun, puisqu'il existe aussi des fresques grand public, enfin qui sont les mêmes, des ateliers qui sont menés dans le grand public, qui permet d'identifier et de comprendre en fait les enjeux, les liens de cause à effet en fait, les causes du dérèglement climatique et les conséquences. De ce fait-là, les personnes vont mieux appréhender ces enjeux-là et je dirais qu'on arrive à battre en brèche certaines idées reçues sur la crise climatique et notamment certains discours climato-sceptiques ou voire même climato-négationnistes. Aujourd'hui, les causes du réchauffement climatique, de la crise que nous connaissons, elles sont documentées. Il fut un temps, quand le GIEC a été créé en 1988, et dans les années qui ont suivi, on pouvait s'interroger en effet sur est-ce que vraiment les activités humaines sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre et de leur augmentation constante depuis le début de l'ère industrielle en fait. Et tout cela a été mis en évidence par les experts du GIEC. Donc aujourd'hui, c'est un fait incontestable scientifiquement. Et la fresque du climat, justement, est basée sur les rapports du GIEC. Donc ce n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part, c'est fondé scientifiquement. Donc ça nous apportait aussi un crédit supplémentaire sur l'efficacité de l'outil et c'est ce qui était très important. Cette prise de conscience, selon nous, va pouvoir accélérer, favoriser la mise en mouvement au sein de l'entreprise, puisque là, nous sommes dans un contexte professionnel. C'est pour cela que le lien avec l'accompagnement des transitions et la façon de trouver les leviers qui permettront de monter d'un cran, puisque nous sommes dans un contexte de crise climatique, mais avant tout aussi, c'est l'urgence en fait. L'urgence par rapport au réchauffement planétaire, puisqu'on a déjà dépassé les limites qui ont été inscrites dans l'accord de Paris. Je dirais que cela n'a échappé à personne, que les 2 dernières années, 2023-2022, ont été les plus chaudes de l'histoire. Donc, il y a réellement une urgence. Donc, pourquoi se priver de cet outil qui offre ce côté très pragmatique ? Et une autre qualité de cette fresque du climat, de ces ateliers d'intelligence collective, donc j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, c'est également donc de lutter contre les biais cognitifs qui finalement entretiennent l'inaction. C'est-à-dire que les personnes bien intentionnées, nos concitoyens, nos compatriotes, on pense bien faire parfois. On se dit, bah oui, tiens, là, je mets telle action en place au niveau écologique. Mais en réalité, ce sera très bien de le faire, mais ce ne sera pas l'action la plus importante, celle qui va vraiment générer une décarbonation de nos modes de vie, tout simplement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes équivalent CO2 par an. Il va nous falloir passer à 2 tonnes. Donc, la marche est très haute. D'où cette nécessité que chacun puisse décider en conscience et avoir toutes les clés, en fait, de compréhension et de décryptage.
Alors justement, tu l'as dit, donc c'est un outil de booster pour la cohésion, c'est un outil de sensibilisation et d'intelligence collective, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement, parce que pour nous, c'est une notion assez claire, la fresque du climat. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond concrètement, qu'est-ce qui prend place, en quoi consistent les ateliers qui sont organisés ? Alors, c'est un outil aussi ludique, donc intelligence collective, mais aussi ludique, puisque il s'agit d'une sorte de jeu basé sur des cartes. Et ces cartes vont être distribuées aux participants dans un certain ordre. Il y a un séquencement très calibré, en fait, qui a été décidé par le concepteur de la fresque du climat, qui est un ingénieur centralien, qui a été directeur du Shift Project, donc qui est déjà un think tank qui travaille sur ces sujets de décarbonation et de transition. Il a eu cette idée de concevoir un outil facile à utiliser et qui justement présente ces qualités que j'évoquais. Donc, les cartes vont être distribuées dans un certain ordre et cela se déroule sur 3 heures. C'est le temps qu'il faut pour dérouler l'atelier dans une phase amont qui sera celle finalement de la réflexion, de la co-construction sur les interrogations, tout ce qui va être posé comme question par les participants, et puis chacun a son avis, et ça amène les gens à débattre, certains ont déjà des connaissances, d'autres pas du tout. Donc il y a cette espèce de dynamique collective en fait qui se crée, et la première phase est celle justement donc de la réflexion. On leur apporte des éléments qui reste quand même sur certains aspects techniques, le réchauffement, le phénomène, il a été étudié par les experts du GIEC. Donc on a aussi un décryptage entre guillemets scientifique, mais qui va être accessible à tout un chacun. Et donc avec des explications qui accompagnent en fait chaque carte. Donc, on acquiert un socle de connaissances qui va rester très ancré, qu'on n'a pas oublié de sitôt, en fait. Ensuite, on a un débrief, une partie de créativité aussi. On demande aux participants de se laisser aller à leur imagination et puis surtout, finalement, qu'est-ce que cela peut susciter chez eux. Ceux qui n'ont pas forcément pris la mesure des changements en cours, ceux qui ont déjà une idée sont déjà documentés sur ces sujets, auront aussi leur pierre à apporter. On doit nommer la fresque, par exemple. C'est leur fresque, en fait. Ils s'approprient vraiment cette création autour, donc, d'une question éminemment sérieuse. Il y a aussi une autre phase de la fresque qui est celle de l'échange, en fait, sur les émotions. Il y a aussi cette dimension émotionnelle, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait ressortir, comment vous le vivez, en fait. Et c'est ce moment-là où il s'agit de s'exprimer, mais moi, je suis quelqu'un d'assez plutôt positif. Enfin, je me dis que on ne peut pas se dire que les carottes sont cuites. Mais à l'évidence, quand on fait le constat de la situation planétaire, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Comme je disais, la température augmente partout. Les gaz à effet de serre ne cessent de s'accumuler dans l'atmosphère et dans les océans. En effet, on peut être très inquiet et la fresque du climat, on pourrait lui reprocher peut-être de bloquer la mise en mouvement qu'on voudrait créer. Mais je pense que ça peut être un risque où la plupart du temps, les personnes auprès desquels nous avons animé des ateliers sont au contraire très motivés, pas du tout désespérés. Donc il faut vraiment persévérer et je crois que ça ouvre les yeux à beaucoup d'entre nous. C'est ce que je m'attache aussi à avoir comme discours quand je suis auprès de mes collègues pour leur insuffler justement cette dynamique d'entrée en mouvement. Alors nous, on est partis à la rencontre de 2 collaborateurs qui ont justement participé à un atelier fresque du climat. Et je te propose d'écouter leurs retours et leurs commentaires sur cet atelier. Donc c'est moi qui vais les lire, je vais te les lire tous les deux. Et puis on pourra rebondir dessus. Donc le premier témoignage, c'était « L'atelier était très intéressant, ça permet une vraie prise de conscience sur les impacts du dérèglement climatique et les facteurs dont nous sommes principalement responsables. Le format participatif de l'atelier m'a permis de m'approprier les enjeux en rencontrant des personnes que je ne connaissais pas plus que ça. Un vrai moment de partage sur un sujet essentiel. » Ça, c'est notre premier témoignage. Et notre second témoignage, c'est un peu effrayant de voir ce que provoque l'activité humaine. Une seule carte est à l'origine de tous les autres. L'expression « scier la branche sur laquelle on est assis » n'a jamais été autant d'actualité et lourde de sens écologique. Pourtant, il ne faut pas céder au fatalisme et être acteur de ce changement à notre niveau, ne serait-ce que pour nos enfants. Un peu de volonté, on peut le faire, on y est fresque. Alors,
J'aimerais rebondir notamment sur une phrase de l'un de ces 2 commentaires qui sont plutôt sympas et qui retracent en fait ce que tu nous disais sur le fait que ça provoque aussi des émotions, ça peut provoquer de la peur, mais aussi ça provoque une certaine motivation, j'ai envie de dire, à y aller. Et donc, dans ce second témoignage, l'un d'eux parle d'être acteur du changement à notre niveau. Alors, ma première question, c'est toi, à ton niveau, comment tu es actrice dans ce dispositif ? J'ai été fresquée finalement il n'y a pas si longtemps que cela. Enfin, c'était l'année dernière et j'ai été formée à l'animation en octobre 2023, c'est ça. Et j'avais fait mon premier atelier. En fait, le premier atelier de la fresque du climat a été fait début 2023, officiellement, au sein de la direction retraite complémentaire. Et dans le cadre de la feuille de route RSE, d'ailleurs, de la direction retraite complémentaire. Et je dirais que ça m'a, bien qu'ayant déjà quand même une idée assez précise des enjeux, une conscience déjà éveillée, ça a mis l'accent sur des choses peut-être que je n'avais pas complètement mesurées. Donc je dirais qu'à titre personnel, j'ai vraiment pris conscience en fait de la nécessité de ne plus consommer, non pas que je sois une consommatrice effrénée, mais de moins consommer, je dirais, d'être vraiment dans une posture de seconde main ou de faire durer le plus longtemps possible en fait les produits de consommation dont on a besoin, évidemment, tout chacun, on est tous des consommateurs, mais je dirais que je suis devenue davantage, je l'étais déjà, mais ça a renforcé ma dimension, je dirais, de consommatrice et également certaines convictions que j'avais déjà sur, par exemple, l'alimentation, l'impact majeur de nos choix alimentaires sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai qu'on incrimine notamment la viande bovine, les produits dérivés, notamment les produits laitiers, puisque derrière, on a des phénomènes gravissimes de déforestation, puisque c'est de l'élevage intensif à l'autre bout du monde. Donc évidemment, je dirais que j'ai cette logique en fait aujourd'hui. J'ai pas, par exemple, supprimé la viande. Je mange de tout, je dois le dire, mais j'ai pas honte de le dire. Mais je vais choisir en logique de circuit court. Ça, je pense qu'il y a une chose essentielle à faire aujourd'hui. Si on veut avoir un impact, c'est vraiment de raisonner, je consomme au plus près de là où je suis. En fait, il s'agit vraiment de changer nos modes de vie. S'il y a bien quelque chose d'impactant, ce serait ça en fait. Consommer de façon plus responsable, plus raisonnable. Ce que je n'ai pas dit sur les séquences de la fresque, c'est que la fresque du climat a tout son rôle, malgré ses détracteurs, je l'ai dit, c'est embarqué, c'est-à-dire c'est à nous, animateurs, et la future équipe dont je parlais. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 animatrices au sein de la direction RSE. Et ce que je voulais te dire, c'est ce passage à l'action, on doit vraiment mettre en évidence les leviers pour agir. La dernière séquence de l'atelier, c'est les leviers par lesquels vous allez pouvoir agir. Et évidemment, dans l'entreprise, notre rôle d'animateur, c'est d'aller mettre le doigt sur la relation justement avec le métier, parce que là, on est dans ce contexte professionnel. Donc, c'est pas toujours facile, parce que aujourd'hui, nous avons depuis la fin août et jusqu'à fin février, on a fresqué, je dirais, 150 collaborateurs. Principalement, ce sont des initiatives de direction, sachant qu'il y aura aussi des formations qui auront été demandées de manière individuelle. Ce sont les 2 canaux que nous aurons pour justement déployer et recueillir les besoins de formation de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et bien sûr, ce que je tiens quand même à souligner, c'est que c'est un travail transverse, co-construit, collaboratif avec la DRH formation. Voilà. Donc ça, c'est un élément important puisque nous avons réfléchi à la manière dont nous allions nous y prendre avec ma collègue de la DRH formation et bien sûr, ça fait partie... c'est un des piliers du changement de cette époque où on voit bien qu'on verdit les métiers aussi. C'est tout un mouvement, même si de par notre activité, on peut avoir l'impression qu'on est
pas les plus concernés sur la manière dont certains métiers vont devoir, par exemple dans le bâtiment, enfin je veux dire, il va y avoir des transformations importantes, mais ne serait-ce que sur le plan RH et le volet, je dirais, de l'accompagnement des collaborateurs dans ces transitions, voilà, la fresque du climat est un des piliers. Ce déploiement va venir dynamiser le rôle des collaborateurs aussi comme partie prenante en fait, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. C'est un des éléments de la transformation de l'entreprise et des métiers, parce que bien sûr que chacun dans sa vie de citoyen va faire énormément de choses, mais là, comment on l'apporte dans l'entreprise, et ça je pense que c'est un exercice qui va s'améliorer. Voilà, on apprend en marchant, et le point d'orgue, enfin la manière dont nous arriverons à parler aux collaborateurs en faisant vraiment ce lien avec le métier, je pense qu'on va s'aguerrir de plus en plus par rapport aux premières fresques. On va monter en puissance cet aspect-là. Et d'où l'intérêt aussi de recruter des personnes qui vont avoir des origines au niveau métier, au niveau géographique aussi, diverses, pour apporter cette vision-là. Alors, suite à ces premiers ateliers, est-ce que tu as pu observer des changements concrets au sein des équipes qui ont donc été sensibilisées via cette fresque du climat ? Je pense qu'aujourd'hui, il est un petit peu tôt pour mesurer concrètement, mais il existe quand même des services déjà qui faisaient des choses. C'est pas complètement nouveau. Les collaborateurs qui ont découvert la fresque et à qui cela a révélé finalement des choses peut-être qu'ils n'avaient pas vues, qu'ils avaient sous-estimées, ont vraiment envie d'agir encore plus, mais ils sont nombreux, ceux qui déjà mettent en place des actions qui introduisent des critères, que j'appellerais des critères de durabilité dans leur activité. Je peux par exemple citer un domaine qui m'est cher, c'est celui des achats responsables. On a déjà impulsé une dynamique d'introduction de critères de décarbonation de nos achats. Merci Alicia pour ce premier témoignage sur la fresque du climat et cet atelier très concret qu'on propose à notre équipe. Je te propose à présent d'ouvrir donc une seconde partie de notre podcast. Tu en as déjà parlé un petit peu, mais j'aimerais aborder cette notion de RSE. Alors, dans un premier temps, je voudrais aborder justement ce rapport du GIEC qui a été fait. Donc, le GIEC, je rappelle, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a dressé récemment une synthèse en 6 points des 6 rapports parus depuis le 2018, date des accords de Paris, on en a parlé. Donc, je te propose de te repartager ces 6 principaux points de ce très très long rapport et ensuite, on pourra en parler un peu plus en détail. Donc, le point numéro 1, il est crucial de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Le rapport sur un monde à plus 1,5 degré, commandé après l'accord de Paris et publié en 2018, montre que l'objectif peut encore être atteint, mais il faut pour cela engager une transition rapide et sans précédent, et ce dans tous les secteurs économiques. Les émissions de CO2 doivent être réduites de 45% d'ici à 2030. Point numéro 2, les terres s'appauvrissent et s'épuisent, accroissant l'insécurité alimentaire et les famines. Réduire le gaspillage qui représente 25 à 30% de la production alimentaire et s'orienter vers une nourriture plus végétale permettrait de limiter ces dégâts. Point numéro 3, les océans sont en danger face au réchauffement climatique et connaissent une acidification croissante, menaçant une biodiversité précieuse et provoquant notamment la disparition des coraux. La montée du niveau des océans montera de 30 à 60 cm d'ici à 2100, menaçant 680 millions de personnes vivant dans les zones côtières. Point numéro 4. Elle est désormais établie scientifiquement et sans ambiguïté, l'influence de l'homme sur le climat. S'il est impossible de stopper ce réchauffement, il sera possible de le maintenir en deçà de 2 degrés. La neutralité carbone devra pour cela être atteinte autour de 2050. Point numéro 5. Il est fondamental de préparer les 3,6 milliards de personnes vivant aujourd'hui dans des contextes vulnérables. Point numéro 6. Des solutions existent. Si la mauvaise nouvelle est que limiter le chauffement à 1,5 degré est de plus en plus difficile et nécessite des réductions immédiates et massives des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, la bonne nouvelle réside dans le fait qu'il existe des solutions dans chaque secteur, en particulier les plus gros émetteurs que sont l'énergie, l'industrie ou encore l'agriculture, les transports et les bâtiments. Limiter l'utilisation des énergies fossiles, développer les renouvelables, électrifier les transports, isoler les bâtiments sont autant de pistes qui devront aller de pair avec une modification profonde des comportements. Alors Alicia, quand tu animes ces ateliers fresques du climat, est-ce que tu penses que nos collaborateurs ont conscience de tous ces enjeux ?
Alors justement, Ariane, ce que tu viens de nous déclamer ressemble à un scénario catastrophe, à n'en pas douter. Mais je pense pour ma part, j'en ai complètement conscience. Ce n'est pas pour rien que le secrétaire général des Nations Unies parlait il y a, l'année dernière ou il y a quelque temps, d'un suicide collectif de l'humanité. Et en effet, il semble parfois décourageant, c'est de s'apercevoir que cela fait quand même 50 ans qu'on a fait... Des constats ont été réalisés sur le dépassement des limites de la planète, ou en tout cas qu'il fallait absolument freiner, le fameux rapport halte à la croissance du début des années 70, dont on a fêté les 50 ans. Et en fait, c'est vrai, en un demi-siècle, on peut s'interroger sur mais qu'avons-nous fait ? Et ce constat est assez alarmant. Je suis d'accord. Est-ce que nos participants des ateliers, mes collègues donc, du groupe, ont conscience de cela ? Eh bien justement, c'est la fresque du climat qui leur permet aujourd'hui de mieux prendre conscience de ces liens de cause à effet. Et on l'a bien vu dans ce que tu citais, des verbatims, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Ça illustre parfaitement cette prise de conscience et cette extrême lucidité de certaines personnes. Et il est certain que ça peut paraître décourageant. Nous sommes en 2024. Les 2 dernières années ont quand même montré qu'il y avait une inertie et qu'au contraire, la situation ne faisait que s'aggraver. Plutôt que d'être dans une posture d'effondrement, je pense qu'il faut à tout prix que chacun prenne conscience de cette nécessité de faire sa part. Pour reprendre la formule, je dirais que c'est le rôle des individus, mais pas que, en fait. Il y a les individus, il y a les acteurs économiques, les entreprises et finalement tout type d'organisation, et les organisations étatiques, en fait, les pouvoirs publics. Donc chacun à son niveau doit absolument se mobiliser parce que les solutions, je dirais que le GIEC les énonce en fait. Aujourd'hui, on les connaît, mais il y a déjà une mise en mouvement, heureusement. Mais je pense que, vu la dégradation de la situation, on n'a pas le droit au relâchement. Nous devons absolument continuer dans cette direction-là de la mobilisation. Et comme tu l'as fort bien dit, et le GIEC l'a souligné, et là, je voudrais parler de quelque chose qui m'est cher dans mes fonctions au sein de la direction de la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est combien, finalement, les sciences humaines et sociales ont un rôle à jouer au-delà des constats scientifiques qui concernent l'état géophysique, vraiment on a des spécialistes, des climatologues, des paléoclimatologues. Et en fait, il y a aussi au sein du GIEC des personnes qui sont plutôt issues des SHS, en fait, les sciences humaines et sociales. Et notamment, tu parlais des comportements, Ariane, et il y a cet apport vraiment inestimable qui a été démontré récemment. L'Agence de la transition écologique, l'ADEME, a depuis déjà quelques années mis le projecteur sur justement le rôle de ces sciences humaines et sociales, et notamment la sociologie, la psychologie comportementale, pour essayer de provoquer ou de dégripper, en fait, de fluidifier tous ces espèces de blocages que l'on peut constater et qu'on n'arrive pas finalement à expliquer. Pourquoi nous n'agissons pas alors que nous voyons que nous allons dans un mur, en fait. Et du coup, de plus en plus, ces approches-là, il y a aussi l'anthropologie. C'est vraiment, aujourd'hui, les efforts se concentrent de plus en plus, une fois que les constats ont été faits, il y a l'adaptation. C'est ça les 3 approches des rapports du GIEC. C'est le constat scientifique, voilà, c'est documenté, les émissions anthropiques donc liées aux activités humaines sont à l'origine du phénomène que nous connaissons. Ensuite, on s'adapte, on essaye de voir comment on va parer au plus pressé, parce qu'en fait, les dommages sont déjà faits. C'est-à-dire qu'il y a les émissions de gaz à effet de serre, elles se sont stockées dans l'atmosphère et dans ce qu'on appelle les puits de carbone depuis déjà longtemps, en fait. Ça date, on l'a dit, de la révolution industrielle. Elles sont déjà là, donc on ne va pas s'en débarrasser comme ça, mais c'est arrêter tout de suite qu'il y en ait davantage, en fait. Donc il y a quand même une adaptation qui sera incontournable, et c'est par rapport au réchauffement déjà constaté. Et ensuite, on a les sujets donc de l'atténuation, c'est-à-dire vraiment freiner à tout prix. On va s'adapter, mais il faut atténuer. Ces sciences humaines et sociales, aujourd'hui, elles sont très précieuses parce qu'elles vont nous permettre d'agir, je pense, davantage sur
les comportements de chacun, notamment aussi la nécessité, je pense, de trouver et d'élaborer, d'écrire de nouveaux récits de la transformation, parce que nous sommes comme au bout d'un cycle, en fait. On est arrivé au bout d'un cycle et je dirais qu'il faut une nouvelle façon de penser pour créer le monde de demain ou ce qu'on avait pu appeler, après le Covid, le monde d'après. Mais en fait, il n'y a pas eu de monde d'après. La situation est encore pire qu'avant la pandémie. Voilà, on est dans un monde, on baigne dans les injonctions paradoxales en permanence. Face à cela, je crois que le rôle du politique a vraiment toute sa place. C'est-à-dire le fait de se dire quel monde voulons-nous et comment on transforme réellement nos modèles. Et évidemment, là, on est face à des chantiers, des challenges qui sont extrêmement profonds et qui demandent en fait presque de faire table rase pour reconstruire un nouveau modèle de société. Et ça, c'est à la fois très stimulant pour ceux qui travaillent sur ces sujets parce que tout est à faire. Et moi, je pense toujours aux générations futures aussi, c'est-à-dire quel monde nous allons léguer déjà aux jeunes aujourd'hui, qui prendront la relève, que ce soit dans les entreprises, au sein des pouvoirs publics. Et c'est ceux-là à qui il appartiendra de changer les choses. D'ores et déjà, je pense qu'il faut préparer le terrain et se projeter dans un autre modèle. Parce que nos modèles sont irrémédiablement obsolètes. Alors tu l'as dit, les entreprises ont un grand rôle à jouer dans ces transformations qu'on est en train d'observer et auxquelles on doit faire face. On parle notamment, c'est la notion qu'on a abordée pas mal en début de podcast, on parle et on agit surtout RSE. Alors avant d'aller un tout petit peu plus loin, est-ce que tu pourrais nous expliquer, peut-être nous définir pour toi, qu'est-ce qui rentre dans la dimension RSE ? La RSE, je ferai référence à la définition qu'en a donnée la Commission européenne. C'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. C'est une formule qui est donc celle de la Commission européenne, je dirais qui résume assez bien ce que revêt cet acronyme, parfois un peu obscur, qui se déroulerait de la façon suivante, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que fut un temps, on parlait de responsabilité sociétale et environnementale. Mais en fait, aujourd'hui, dans le mot sociétal, on injecte en fait à la fois la thématique environnementale et la thématique sociale, au sens des relations sociales, enfin la dimension RH, et le sociétal qui va plus être la relation de l'entreprise. Donc c'est le social RH, c'est l'interne bien sûr, et le sociétal concernerait davantage la relation de l'entreprise avec ses parties prenantes externes, donc hors de son corps social interne. Donc ce serait ça. Et aujourd'hui, donc si on devait donner une autre définition, peut-être aussi plus parlante que celle de la Commission européenne, qui revient finalement au même. La responsabilité sociétale de l'entreprise est finalement la contribution de l'entreprise au développement durable. C'est-à-dire que le développement durable serait davantage une notion ou un concept macro, un peu un intérêt général planétaire supérieur, qu'on voit qui a pu être traduit de façon un peu plus concrète dans la norme ISO 26000, par exemple, sur les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des organisations, c'est-à-dire pas seulement les entreprises, mais d'autres types de structures, y compris d'ailleurs étatiques. On parle de RSO dans ce cas-là. Et également un référentiel qui est celui des objectifs de développement durable onusiens, donc l'agenda 2030 de l'ONU, qui a décliné ce référentiel de 17 objectifs de développement durable, déclinés ensuite en sous-cibles, en fait, dans une granularité un peu plus fine de ce qu'il serait bon de faire pour finalement réduire les impacts négatifs, essayer de maximiser les impacts positifs, mais réduire surtout les impacts négatifs au niveau environnemental, sociétal, donc au sens que j'évoquais tout à l'heure. Justement, tu nous évoquais tout à l'heure ton implication très forte sur les actions de sensibilisation auprès des collaborateurs du groupe sur les enjeux climatiques et afin qu'ils soient considérés comme une priorité haute pour nos collaborateurs. Mais je crois savoir que le groupe AG2R La Mondiale a aussi un plan d'action ambitieux pour réduire justement à son niveau son impact environnemental, que ce soit sur nos consommations d'énergie, nos bâtiments, notre politique d'achat, tu en parlais un peu plus tôt, ou encore dans notre investissement responsable. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
sur ces actions concrètes que le groupe va mettre en place. Là, tu fais référence à ce que nous avons défini comme étant le plan de sobriété du groupe. Il est en œuvre. En fait, on s'est aligné et même on a devancé en quelque sorte les directives des pouvoirs publics face aux enjeux de la crise énergétique dont tout le monde se souvient, vu la situation, la conjoncture internationale. Pour anticiper les effets de cette crise, donc, le gouvernement avait donné le la pour que les entreprises se mobilisent de manière à réduire leurs besoins énergétiques et mettre en place des politiques de sobriété. Donc en fait, nous, on était déjà dans cette démarche puisque la sobriété est je vais pas aujourd'hui là préciser ce que cela revêt, c'est quand même assez à la fois simple et compliqué. Mettre en place ces mesures de sobriété, c'est une des dimensions en fait de la politique qui est menée par le groupe et notamment au niveau de la direction de la responsabilité sociétale sur comment nous arrivons à décarboner nos activités, disons le fonctionnement du groupe, puisqu'on réalise un bilan carbone et un bilan des émissions de gaz à effet de serre depuis plus de 10 ans. De façon assez exhaustive par rapport à d'autres entreprises de notre secteur. Nous avons une politique achat responsable, donc qui intègre également cet aspect de sobriété, aussi bien sur le questionnement amont par rapport à la démarche même d'achat, c'est-à-dire posons-nous la question du juste besoin. Cet achat est-il vraiment nécessaire? Comment nous pouvons réduire nos impacts et en aucun cas être dans une démarche le contraire de la sobriété, c'est l'ébriété, mais en tout cas essayons de réfréner peut-être nos modes de consommation, revisitons nos modes de consommation par rapport à la fonction achat. Également, le fait de vouloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui sont liés aux biens et aux services que nous achetons en fait, parce que c'est une part non négligeable de notre empreinte carbone. Et pour ce faire, on s'attache à réduire, à aller vers des produits qui seront, par exemple, moins énergivores pour justement faire décroître cette consommation d'énergie. Et puis, le pendant, c'est aussi les émissions de gaz à effet de serre qui sont sous-jacentes en fait. Donc c'est agir un peu sur ces deux volets-là. Il y a également les questions liées à la mobilité donc durable, mobilité des collaborateurs, essayer de réduire le rôle de la voiture solo, réfléchir à des alternatives à la voiture solo, l'autosolisme, proposer par exemple des solutions de covoiturage, d'autopartage, de mobilité douce. Le groupe a un investissement de longue date sur ces aspects-là, de mobilité durable. Nous poursuivons dans ce sens, incontestablement, avec aussi une législation qui encadre aussi ces sujets-là, ce qui n'existait pas auparavant. On a une loi d'orientation des mobilités, par exemple, qui date de 3-4 ans. Avec cette législation, donc ça nous pousse encore davantage à aller plus loin, en fait, et à mettre en place des plans de mobilité. Ce qu'on appelait auparavant les plans de déplacement d'entreprise. Aujourd'hui, c'est devenu des plans de mobilité. Au niveau de la réglementation sur la mesure des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, Ariane, c'est que nous sommes maintenant entrés dans une dimension justement d'accélération pour vraiment donner cette impulsion et aller plus loin. Aujourd'hui, on appelle en fait le législateur demande aux entreprises de mettre en place des plans de transition. Ne serait-ce que par la manière dont on nomme les choses, en fait, on sent aussi ces évolutions vers des politiques de décarbonation plus musclées. Tu as parlé tout à l'heure de l'objectif de neutralité carbone. Bon, ça, c'est pas au niveau des entreprises, surtout pas. On a d'ailleurs, on est dans le greenwashing, une entreprise qui utiliserait cette expression de neutralité carbone. La neutralité carbone, elle s'apprécie vraiment au niveau global et en aucun cas au niveau d'un acteur économique. On ne peut pas utiliser ce terme-là, mais pour atteindre globalement et s'aligner sur les objectifs européens que tu as cités tout à l'heure, les objectifs de l'accord de Paris, il faut accélérer. Donc, plan de transition. On a ce plan de sobriété, mais dans lequel finalement on vient injecter une dimension qui va être au-delà de la sobriété dite énergétique, parce qu'en fait, on n'est pas que dans une question de réduction de la consommation d'énergie. On est dans une posture de revoir nos façons de fonctionner en tant qu'entreprise, j'entends, pour être dans une démarche où
on ne va pas accélérer le phénomène de dégradation en fait climatique et de perte de biodiversité. Ce que je veux dire par là, c'est que on se dit la sobriété, au sens le plus large, c'est prendre conscience qu'on a des limites planétaires et de se dire nous allons être acteurs. On ne va pas dégrader sur les 9 limites planétaires qui ont été identifiées par le Rögström Institute de Stockholm. Nous en avons dépassé 6 en fait. Il y a toute une question derrière qui est celle des ressources. Nous sommes dans un monde où les ressources sont limitées. Voilà la démarche de sobriété et j'oubliais bien sûr l'aspect que tu as cité qui est structurant et très très important pour notre groupe, qui est celui de l'investissement, bien sûr, puisque nous sommes un acteur investisseur institutionnel, assureur et de ce fait-là, on a ces enjeux majeurs de décarbonation de nos portefeuilles en fait. Ça fait plus de 20 ans que le groupe est dans cette démarche d'investissement socialement responsable, d'investissement responsable aussi, et où il s'attache en fait à faire décroître l'empreinte carbone de ses portefeuilles. Bien sûr, il y a des aspects sociaux, mais si on est sur cette focale sobriété, bien sûr, on est attentif. Les équipes qui sont mobilisées sur ces sujets-là le sont depuis longtemps, notamment on peut se référer aux évolutions qui ont été actées au sein du groupe de nos dirigeants sur la politique climat. Notre politique climat a évolué ces dernières années. Elle s'est renforcée pour aller justement dans le sens des accords de Paris et des objectifs que tu citais tout à l'heure, puisqu'il n'échappe à personne que le rôle de la finance est essentiel dans cette transition écologique qu'on veut voir advenir dans les meilleures conditions possibles pour tous, puisque j'ai entendu qu'un rapport avait été commandité par les pouvoirs publics sur la France à plus 4 degrés. Il faut se retrousser les manches, mais on a une forme de lucidité sur et une anticipation, je crois, sur la possibilité que les choses soient beaucoup plus préoccupantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, en fait. Donc, il y a cette dimension, je crois, prospective qui est essentielle pour ces sujets-là et le fait de se dire qu'on doit vraiment anticiper et s'activer plus que jamais pour être au rendez-vous de ces objectifs que les experts du GIEC nous ont pointés comme étant des risques de points de non-retour ou de points de bascule, en fait, si nous n'étions pas au rendez-vous. Je te remercie pour cette petite introduction, cette longue introduction même à la RSE et à la responsabilité sociétale des entreprises. En tout cas, c'était très intéressant de découvrir cette notion avec toi. J'aimerais entrer dans la 3e et dernière partie de notre échange. Et pour ça, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours et notamment une vidéo que j'ai retrouvée et que je vais pouvoir te présenter. L'inclusion des personnes handicapées est aujourd'hui un défi majeur. Dans notre entreprise, AG2R La Mondiale, nous avons pris le parti de relever le défi de façon transverse en créant des synergies entre la direction des ressources humaines, la direction de l'action sociale et la direction de la responsabilité sociétale. En effet, le handicap est une des composantes de la diversité pour laquelle notre groupe est fortement engagé. Je suis Alicia Foutier, chargée de mission au sein de la direction RSE et je vous invite vivement à participer les 17 et 18 mars prochains à Lyon à l'Université du réseau des référents handicap. En tout cas, ça nous a permis d'apprendre un peu mieux à te connaître pour nous qui ne te connaissions pas forcément avant. Donc, on s'est dit environnement, mais aussi handicap et danse également, je crois. Donc, tu portes un engagement qui est fort et surtout qui est multiple. On sait que tu as à cœur de partager cet engagement avec tes collègues chez AG2R La Mondiale, en n'hésitant pas à prendre la parole, comme aujourd'hui. Quand on interroge tes collègues, ils sont plutôt unanimes. Alicia est une belle personne avec un grand cœur, qui met toute son énergie à agir pour transformer les organisations. Alors, ma question, c'est quoi ton moteur, Alicia ? Mon moteur, je crois que depuis très longtemps, j'ai chevillé au corps une volonté de servir ce que j'appellerais un peu, c'est un peu grandiloquent peut-être, mais l'intérêt général. Œuvrer pour un monde plus juste, je pense que c'est un de mes drivers. Je suis quelqu'un qui a une aversion pour l'injustice depuis toujours, donc je pense que en regardant dans le rétroviseur de mon parcours, je me rends compte finalement
ce parcours que je qualifiais d'atypique, je me rends compte qu'il est finalement très cohérent. Cette expérience dans une organisation syndicale, l'intérêt pour l'émergence de la responsabilité sociétale de l'entreprise, mon background académique de juriste, ont fait que, en réalité, je m'aperçois que j'ai toujours été alignée avec mes convictions et mes valeurs. C'est à la fois sur la question écologique et du respect de l'environnement et du vivant. Depuis que j'étais toute petite, je crois, j'ai toujours été passionnée par le monde qui m'entoure, la faune, la flore. Et je crois, sur le plan plutôt social, cette fois-ci, des interactions humaines, je pense pouvoir dire que ce qui me meut, c'est un goût des autres, authentique, et la volonté toujours de m'y intéresser, d'avoir cette écoute et voire même une empathie pour mon prochain, je dirais, sincère. Et je crois que c'est un de mes drivers, c'est d'arriver à conjuguer cet ensemble de valeurs et de convictions au service d'autrui, en fait, dans la mesure du possible. Et je crois que dans mon métier aujourd'hui, je n'ai pas choisi par hasard la fonction RSE. Je crois que c'est cela qui me fait avancer, qui m'encourage à convaincre et encore convaincre et à embarquer au service, en fait, de ces causes sociétales qui me sont vraiment très chères. Je pense que j'ai aussi une envie de transmettre et de partager par rapport aux immenses défis qui sont face à nous. J'ai une lucidité extrême, en fait, sur les choses et sur le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas très réjouissant. C'est pour ça que j'ai toujours eu l'inquiétude des générations futures. Je crois que mon investissement dans cette fonction RSE est aussi motivé par cela. Une forme de devoir de se dire que, évidemment, je n'y arriverai jamais toute seule. En tout cas, c'est ce qui me fait avancer. C'est de me dire que j'agis pour que le monde soit meilleur. C'est sûr que c'est un challenge assez difficile. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui aimerait s'engager comme toi, que ce soit pour l'environnement, pour le handicap ou n'importe quelle cause sociale qui lui tient à cœur? Je lui dirais, c'est ce qu'il faut faire et je l'encouragerais. Je pense que le monde d'aujourd'hui est extrêmement fragmenté. Les jeunes, c'est pas facile pour eux. On leur laisse un monde abîmé. Ça ne laisse pas d'inquiéter, en fait. C'est sur eux que repose cette construction d'un monde d'après, mais un vrai monde d'après. C'est vraiment à eux qu'il appartient de faire un reset, en fait. Le temps file comme à chaque fois à grande vitesse et arrive déjà notre moment rituel qui va venir clore notre émission. Alors en effet, comme à tous nos invités, nous t'avons demandé en préparant cette émission de réfléchir à un objet, une musique, un livre ou encore une histoire que tu aimerais partager avec nos auditeurs. Alors est-ce que Alicia, tu peux nous dire ce que tu as amené avec toi ? Alors, j'ai apporté un ouvrage qui s'intitule « Ethnographie des mondes à venir ». Cet ouvrage, je dois avouer, je ne l'ai pas encore entièrement lu. Je le picore parce qu'on peut le lire un petit peu par... c'est une interview croisée, donc on peut en picorer... au gré de la lecture, des morceaux savoureux. Et il fait écho à ce que j'évoquais précédemment, en fait, sur la nécessité de construire de nouveaux récits pour surmonter la paralysie qui parfois peut nous frapper quand on réalise à quel point il va falloir d'efforts et d'investissements pour surmonter cette polycrise qui est là. Construire de nouveaux récits pour rendre, en fait, désirable le futur et donner justement de l'espoir aux jeunes générations. Eh bien, un grand merci Alicia pour ce temps passé ensemble. C'était vraiment passionnant de partager au travers de ton regard, ton parcours, ta sensibilité, des sujets aussi variés que la fresque du climat, les enjeux RSE du groupe AG2R La Mondiale, mais aussi et surtout parler d'engagement, parce que je pense que c'était vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et un grand merci également à tous nos auditeurs qui nous écoutent à chaque épisode plus nombreux et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Voix de la protection sociale. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.